Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, la préparation de la séance de mercredi, quelques plans de trade, les news, je vous retrouve de l'autre côté. Comme vous pouvez le voir, la séance a été assez terne, 0,22% abandonné, alors qu'à un moment on était dans le positif, puisqu'au plus haut de la séance, on a même réussi à prendre 0,2%. Bon, c'était pas non plus fantastique, mais ça a au moins alimenté les espoirs de rebond technique qui n'ont pas duré, bien sûr, puisque les nouvelles n'ont pas été nécessairement mauvaises, mais disons qu'il n'y a pas eu de bonnes nouvelles. Toujours les tensions entre la Chine et les États-Unis, toujours la pandémie qui est hors de contrôle dans plusieurs zones dans le monde, et Monsieur Powell qui a pourtant décidé d'avancer la bonne nouvelle, à savoir que euh, les mesures monétaires accommodantes de la Fed ne s'arrêteraient pas. Normalement, il aurait dû le dire demain lors de l'interview de la Fed. Il l'a fait savoir auparavant, mais ça n'a pas suffi et on abandonne 0,22% sur une bougie d'indécision. Vous voyez cette bougie là, ça s'appelle un doji. Bon, c'est un quasi doji parce qu'il y a quand même un petit corps, mais quand vous voyez que vous avez un corps qui est extrêmement menu par rapport aux mèches hautes et basses, comme ça, c'est un doji et c'est un signe d'indécision. Ça ne veut pas dire qu'on va monter ou baisser, c'est pour ça que c'est pas très utile, mais ça montre quand même la psychologie de marché, c'est-à-dire que les intervenants ne sont pas sûrs de leur fait. C'est pas comme si on avait une grande bougie rouge qui montrait que il y a un consensus baissier en quelque sorte. Là, c'est plus une bougie d'indécision et c'est normal puisque finalement on s'approche du premier support mineur suivant qui est à 4891, 4880. Le précédent était là, je l'ai enlevé parce qu'il a été cassé. Vous voyez, c'était comme ça, on l'a cassé. Et c'est intéressant de voir qu'on se posait des questions justement hier par rapport au fait qu'on avait une figure en biseau qu'on avait mentionné ici, vous voyez, comme ça, avec la partie haute et la partie basse, et on sait que les objectifs sont d'aller chercher les points auxquels on a accroché le biseau. Bon, je vais le marquer, je vais le dessiner quand même, sinon on voit pas grand chose, voilà, comme ça. Et voilà, donc la question c'est de savoir s'il s'agit d'un biseau ou d'un canal, puisque ça se joue à pas grand chose. En tout cas, si c'est un biseau, l'objectif est d'aller chercher dans un premier temps les 4883 à peu près, c'est ici, bon on y est quasiment. S'il s'agit d'un canal, il y a plusieurs façons de le faire. On peut prendre la hauteur du canal que l'on reporte par-delà le point de cassure, ça vous donne un objectif ici à 4700. On peut également prendre la règle du balancier, tout ça j'explique dans le pack d'initiation qui est gratuit, qui est téléchargeable juste en dessous de la vidéo. On peut prendre la règle du balancier également. Vous voyez, l'idée c'est que vous avez un axe qui joue un rôle d'axe de symétrie. Vous prenez la distance parcourue entre deux impacts, entre les deux derniers impacts, vous reportez ça en dessous, ça vous donne un objectif à peu près à 4760. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour atteindre ces objectifs, il a fallu casser le canal orange, le fameux canal orange là, qui est super important parce que c'est un canal de moyen terme qui nous accompagne, on l'a déjà dit, depuis tout le rebond de mars. On le voit même si on bascule en données hebdomadaires. Regardez, c'est je l'ai enlevé ici, mais vous allez le voir, ça ressemble à ça. Et le fait qu'on l'ait cassé n'est absolument pas anodin, puisque ça voudrait dire que la période de hausse est terminée. Je vais y revenir dans quelques secondes, voilà, ça donnerait à peu près ça. Ok, mais attention, parce que comme c'est un canal hebdomadaire, il est tout à fait possible qu'on ait une petite mèche comme ça, et qu'on le réintègre, et ça ressemblera finalement simplement à une mèche qui rebondit et qui réintègre le canal noir. Je reviens sur mes données journalières, donc pour l'instant c'est cassé, il faut pas se leurrer. Maintenant, il faut savoir que certains, vu l'ampleur, du canal et l'importance du canal, attendront peut-être un rebond. Là, ce que vous entendez dans le bruit de fond, c'est un oiseau australien, un kookaburra, ça fait un potin pas possible. Et l'idée, on dirait que c'est une hyène, vous entendez ? Très rigolo. Pardon, je digresse. Et donc l'idée c'est que on pourrait très bien avoir une cassure, et si on a cette cassure, il ne faut pas déduire pour autant que ça va baisser. En effet, contrairement à ce que les débutants pensent, il n'y a pas de tendances qui sont la hausse ou la baisse. Ok, il y a trois tendances, la hausse, la baisse et la latéralisation. Et quand on casse
une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, généralement on part en latéralisation, on ne parle pas directement dans l'inverse. Autrement dit, si on casse ce grand canal orange, il est tout à fait possible qu'on ait une latéralisation longue et ennuyeuse comme ça, et c'est d'ailleurs plutôt mon scénario pour l'instant, hein, puisque statistiquement c'est ce qui se passe. Notez également, si vous le voulez bien, que je vais enlever ceci et cela. Et vous avez également donc le gap qui n'a pas été comblé, ce gap là 5020, 4982 et on a backtesté ça hier, hein, ça a fonctionné d'ailleurs, c'était rigolo. Et on a la possibilité de le considérer comme un gap de continuation, auquel cas l'objectif serait d'aller chercher la distance parcourue avant le gap, reporter par-delà le gap, à savoir aller chercher les 4830. Tout ça milite en fait pour une continuation de la baisse. Mais je l'ai dit, je le répète, moi j'ai plutôt un biais haussier, donc ça veut dire que j'attends le bon moment pour acheter plutôt que le moment de spéculer à la baisse, hein. Enfin bon, ça n'empêchera pas de rentrer sur un setup backtesté et pas n'importe comment. Et nous avons donc également maintenant l'obligation de regarder les éléments purement techniques, à commencer par la M20, par la M50. On va également céder des bandes de Bollinger et de la M7. Première des choses à remarquer, c'est que la M7 et la M20 sont descendantes, on est en dessus, donc la tendance de court terme et la tendance générale sont baissières. Par contre, on a été sauvé in extremis par la M50 qui monte, donc on est toujours in extremis en tendance de fond haussière. Il est vrai que la Bollinger inférieure a également aidé, hein. Il faut savoir qu'on rebondit généralement, hein, sur les Bollinger, hein, plutôt qu'on ne les traverse. Et là, le fait qu'on ait rebondi dessus est assez encourageant pour le rebond. Mais bon, je me fais pas énormément d'illusions parce qu'on a un croisement haussier, enfin un croisement baissier fort, c'est-à-dire la M7 qui descend alors que la M20 descendait déjà et elle se croise, hein. C'est très important et on va backtester ça aujourd'hui. Que se passe-t-il? Je vous explique que tout ce que je raconte là, c'est dans mon pack tout trado, hein, donc n'hésitez pas à vous y référer, et puis surtout vous avez tous les exercices qui vous permettent de vous assurer que vous avez bien compris, parce que la théorie c'est facile à trouver, mais si vous savez pas appliquer, si vous ne vous assurez pas que vous appliquez correctement, c'est encore pire que de ne pas avoir de méthode, hein. Et que se passe-t-il lorsqu'il y a un croisement baissier fort? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Le test qui suit n'a aucune validité scientifique parce que je n'ai pris que les 20 dernières occurrences, mais c'est simplement l'objectif de vous montrer comment je travaille et de partager ma méthode. Il n'y a pas de conseils, donc prenez ce que je dis avec des pincettes et surtout faites un backtest plus sérieux que celui qui va suivre. Donc voilà, moi je fais le pari que lorsque la M7 croise la M20 à la baisse, alors que la M20 descendait déjà, on va clôturer plus bas que la bougie de cassure avant de clôturer plus haut que la bougie de cassure. Clairement, je fais le pari qu'on ira et que l'on clôturera plus bas que la dernière bougie, celle du jour. Alors c'est parti. Il faudra que je vous parle de la vague de Wolf après. Donc, et c'est un premier succès ici. Vous voyez la M7 qui a croisé la M20. Est-ce qu'on a, sur cette bougie, on a clôturé plus bas plus vite que l'on a clôturé au-dessus de cette bougie? C'est donc gagné. Et voilà maintenant la deuxième occurrence qui est un succès également. Voilà le croisement fort et derrière on a clôturé en dessous bien avant que de clôturer au-dessus de la bougie de croisement baissier fort. Je vous propose un échec ici. Voilà la bougie de croisement fort et on a clôturé au-dessus avant de clôturer en dessous. Ça va aller plus vite maintenant. Nous avons à nouveau ici un succès, un échec, un deuxième échec, un troisième échec, un succès, un échec, un succès, deux succès, un échec, trois succès, quatre succès, cinq succès, un échec, un succès, deux succès, et vous avez ici le compte qui est bon. On a fait 20 occurrences. Et on arrive donc à une situation où sur les 21 dernières occurrences, eh bien, il y a 13 réussites et 7 échecs, ce qui veut dire un taux de réussite de 65%.
Est-ce que ça veut dire que demain, il faudrait spéculer à la baisse pour parier sur le fait que l'on clôturera en dessous de 4894,97 avant que de clôturer au-dessus de 4949,76? Non, parce que il faut encore que vous sachiez à quel moment vous allez acheter, à quel moment vous allez vendre, à quel moment vous allez prendre votre perte s'il y a une perte, à quel moment vous allez prendre votre profit. Bref, il faut encore backtester derrière d'autres choses. Ce qui est sûr, c'est que au regard de ce signal que j'affectionne particulièrement, sur 100 fois où cela se produirait, eh bien, il faudrait s'attendre à ce que l'on n'ait pas fait les plus bas et que l'on clôture encore plus bas. Donc, si vous vouliez acheter, c'est peut-être pas forcément la bonne idée de le faire tout de suite. Peut-être qu'il vaut mieux attendre que l'on fasse un nouveau plus bas, ou du moins que l'on aille dans un sens ou dans l'autre, mais qu'on clôture en dessous, au-dessus de cette bougie. Ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques, et là il n'y a pas de miracle, hein, tout est baissier. Le momentum s'est remis en sens baissier. On avait vu hier qu'il était passé en haussier, mais c'était bizarre, c'était par construction en fait. Donc momentum négatif, RSI en dessous de 50, MACD sous son signal, stochastique en dessous de son signal, CCI en dessous dans sa zone de survente, donc MACD 0 sous son signal, tout est baissier, il n'y a aucun doute par rapport à ça, ce qui nous emmène directement donc à l'Ishimoku. Alors l'Ishimoku, il prend du plomb dans l'aile, l'Ishimoku là, puisqu'on était en tendance neutre et on est toujours en tendance neutre, mais ça devient véritablement tendu, puisque vous voyez, on est maintenant en dessous de la Tenkan qui descend. Je considère que la tendance de court terme est baissière. On est en dessous de la Kijun, mais sa orientation est plate, donc on est en neutre, on va dire. On est toujours au-dessus du nuage, mais le nuage a la SSA qui descend, la SSB qui monte. Bon bref, c'est contradictoire. Et globalement, il faut retenir que la tendance est neutre. Il est probable que l'on aille chercher la SSA et qu'on regardera de près la réaction qu'il y a sur la SSA. Mais normalement, c'est un support important. La SSA est toujours, vous le savez, mais c'est plus d'actualité dans l'immédiat. J'attends que la lagging span passe au-dessus pour éventuellement signaler une nouvelle vague haussière. Alors maintenant, quels sont les trades qui sont possibles? Alors, si vous avez un biais qui est plutôt baissier, oui, j'ai oublié de le dire ça. On a aussi une fourchette d'Andrews ici. Donc, je vous rappelle, vous prenez un plus haut, un plus bas, un plus haut consécutif. Et on a plus de chances d'aller, on a backtesté ça beaucoup déjà, on a plus de chances d'aller chercher la médiane que de ne pas le faire. Ok, donc si vous avez un biais qui est baissier, vous pouvez par exemple trader ça, voilà, vous visez, bon elle est fuyante, je pense pas qu'on ira la chercher honnêtement, je pense qu'on va avoir un refus de médiane, mais ça j'ai même pas le droit de le dire, les statistiques disent que l'on va plus souvent chercher la médiane que non, mais en tout cas si vous pensez qu'on devrait aller plus bas, on a au moins 6-7% à gagner, avec un stop loss au-dessus à 3% en cas de sortie de la fourchette d'Andrews avant que d'avoir cherché la médiane, voilà, vous avez un ratio gain-risque de 3 pour 1, c'est excellent. Autre solution, vous pouvez jouer la règle du balancier que j'ai mentionné tout à l'heure, donc voilà, c'est la distance qui est parcourue, vous pouvez le balancer en dessous, donc voilà, vous pouvez mettre, là vous avez un objectif qui est d'aller chercher les 3,5%, 3,6%, donc si vous mettez un ratio gain, un stop au-dessus du gap à 2%, c'est un très bon ratio gain-risque aussi. Bon, maintenant, si vous avez plutôt un biais haussier comme moi, soit vous attendez que l'on descende, parce que moi c'est mon objectif, j'attends qu'on ait une réaction sur le support majeur 4691, mais vous pouvez très bien acheter maintenant en vous disant que voilà, vous voulez retourner sur les précédents plus hauts. Les précédents plus hauts, ils sont là. Donc, on peut tout à fait envisager, une fois que ça aura corrigé un petit peu, de viser les 5,5% de hausse avec un stop loss en dessous de 1 support, 2 supports, 3 supports, 5%. Vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1. C'est pas non plus délirant. Voilà. Je rappellerai pour terminer, parce qu'on m'a posé la question, oui, on peut toujours se procurer ma formation, mon pack intégral, remboursé à 100% par le compte personnel de formation. Je vais mettre le lien juste en dessous de la vidéo, ça vous permet d'obtenir toute ma formation, sauf 3 modules, remboursés, payés, financés à 100% par votre crédit de formation. Je mets le lien, mais voilà, c'est ça.
plus un coup de téléphone de Bruno, qui est un véritable conseiller en investissement financier, plus sa lettre stratégique. Bon, bref, voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, ou bien sûr, vous pouvez vous accéder directement sur mon blog. Voilà, à demain pour la mise à jour.